Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Bon bref, vous connaissez la suite. Comme vous l'avez remarqué, cette vidéo est une vidéo review et j'en ai pas fait depuis très longtemps, mais beaucoup de choses se sont passées sur cette île d'Onigashima et il fallait absolument que l'on en parle. Donc à l'inverse de mes vidéos théories, celle-ci n'est pas écrite, ce sera plus un dialogue entre vous et moi. Le chapitre de cette semaine était l'occasion de vous annoncer la sortie de ma théorie sur la naissance de Luffy, mais ce qui s'est passé ce vendredi lance des pistes importantes qu'il nous faut décortiquer. Alors, allons-y. Alors en vrac, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que comme d'habitude, Eiichiro Oda nous plonge dans le chaos absolu de cette guerre d'Onigashima. Alors que dire là-dessus, si ce n'est que c'est justement le chaos dans le manga et surtout au niveau scénaristique. Ceci serait une occasion pour moi de revenir sur la tournure qu'a pris l'arc de Wano depuis que Luffy a été enfermé dans la prison. Car effectivement, je peux faire le constat que Oda semble lutter pour réussir à garder sa ligne sur deux points problématiques. Le tout premier est l'efficacité d'Oda et sa gestion des enjeux. Pour le cas de l'efficacité, on sait que Eiichiro Oda a toujours été un dessinateur avec beaucoup de choses en tête, beaucoup de personnages, beaucoup d'idées, et qu'il lui était difficile de tout gérer parfois. Cette toute petite critique que je fais sur l'arc de Wano est la même que j'aborderai dans l'analyse que je ferai sur la vidéo qui sera consacrée à l'écriture d'Oda et les problèmes du One Piece post-ellipse. Bon, déjà pour rectifier une chose, ne nous trompons pas, pour moi Wano est un excellent arc, et surtout il faut l'avouer, Oda s'est surpassé au niveau des dessins. Mais pour moi, il a toujours ce problème où il pêche dans sa narration, ce qui nous amène aujourd'hui à ce grand cafouillage d'Onigashima où on semble faire du surplace pour ensuite faire un gros bond en avant sans être prévenu. Oda ne sait pas vraiment sur quel pied danser. D'un coup, il va s'attarder sur des détails sans intérêt tels que les combats des personnages secondaires, et puis après, il va accélérer sur le plus important, comme la défaite des Tobiropo. Et puisqu'on parle des Tobiropo, pour moi ils ne sont pas forcément une déception, mais on peut être dubitatif et se dire qu'ils auraient peut-être mérité un meilleur traitement. Je pense que pour beaucoup, comme moi, après la défaite des Tobiropo, vous vous êtes dit, est-ce que c'est vraiment fini? Sur certains combats, c'est vraiment l'impression que ça donne. On a une sensation d'inachevé, qu'Oda n'a pas su maîtriser. À part le combat de Robin qui était vraiment magnifique et qui est pour moi le meilleur combat de cet arc et l'un des meilleurs combats de One Piece tout confondu, on peut voir que Oda sait ce qui est important pour ses personnages. Il savait que le personnage de Robin avait besoin d'un vrai combat et qu'elle avait besoin d'avancer sur son arc narratif et qu'elle faisait du surplace depuis déjà Enies Lobby. Donc cela confirme qu'il y a bien une sensation de rush qui, sans qu'Oda ne le veuille, diminue l'aura des ennemis des Mugiwara et ainsi que ses personnages. Ce qui nous amène au second problème de l'arc de Wano, la gestion des enjeux. Et tout cela est dû à la structure narrative de l'arc. Alors pour mettre fin à ce débat une fois pour toutes, la mort n'est pas quelque chose qui joue sur l'enjeu. On peut se plaindre du fait qu'il n'y ait pas de mort dans le manga One Piece. Pour moi, c'est une critique qui n'amène pas forcément à grand chose. Parce que pour moi, la mort n'est pas un enjeu. La mort est une conséquence et elle se doit d'être bien amenée par un auteur. Ce qui fait la grandeur d'une histoire, ce sont les enjeux et comment ils sont résolus. Par exemple, l'un des bons enjeux de cet arc de Wano, c'est la quête de Momonosuke, ou bien la vengeance des fourreaux rouges, ou la menace de Kaido, ainsi que sa tragédie. Or justement, pour cet enjeu de Kaido, je trouve qu'Oda n'a pas su apporter toute la dimension tragique et le danger que nous avons eu par le passé lors de l'arc d'Alabasta ou bien de Skypiea. Car justement, là nous affrontons l'homme le plus fort du monde, avec un équipage particulièrement classe, et pourtant nous n'avons pas la sensation d'épique et la sensation de tragédie tant attendue. Et je crois que Eiichiro Oda s'est foiré à ce niveau. Et il faut qu'il fasse attention, car nous avons là avec Kaido un ennemi qui est à deux doigts de devenir presque anecdotique, car celui-ci n'a pas d'enjeu qui lui est propre. Il faut espérer que le flashback de Kaido établisse cet enjeu et rende l'aura dangereuse des Tobiropo. Alors je ne vais pas me dire meilleur que l'auteur du manga, mais pour moi, si Oda voulait établir un réel enjeu et le désespoir qu'inflige Kaido à ceux qui l'affrontent, comme il l'a fait pour Moria, qui lui-même a été brisé par cet homme, Oda aurait dû rendre son manga beaucoup plus adulte et beaucoup plus violent. Sauf que justement, c'est l'un de ses problèmes, il se refuse à rendre son manga beaucoup plus adulte. Alors je vais me répéter, rendre son manga plus adulte, ce n'est pas mettre des morts un peu partout, mais c'est justement cette gestion des enjeux. Pour moi, je crois que certains auraient beaucoup plus accepté la défaite des Tobiropo si les Mugiwara avaient été tenus à l'écart de la bataille. L'acte 2 aurait pu servir à la défaite de tous les ennemis qui se seraient attaqués à Kaido, pour ensuite, lors de l'acte 3 ou 4, voir les Mugiwara arriver alors que tous les alliés avaient été battus par tous les Tobiropo. Et là, nous aurions retrouvé les Mugiwara pré-ellipse qui nous manquent, les sauveurs qui sont tant attendus. Mais je vous en reparlerai lors de ma réécriture de Wano. Pour le moment, attardons-nous sur les deux sujets les plus importants de ce chapitre.
Dans ce chapitre, nous avons vu les deux ailes du roi des pirates. Et c'est comme si Oda avait répondu à notre appel. Comme vous l'avez compris, le retour de Sanji dans la bataille m'a beaucoup plu. Alors cela va surprendre beaucoup de personnes, mais je n'ai jamais été surpris de la direction que prenait le personnage. Cela m'a surpris, mais je crois que beaucoup ont du mal avec certains personnages de l'équipage. Moi j'ai toujours adoré tous les personnages de l'équipage de Luffy, même si Jinbei me pose un peu problème sur certains points. Donc je n'ai jamais eu aucune critique à faire sur Sanji. Pour moi il n'a jamais été ridiculisé ou bien affaibli par l'auteur. Et je suis heureux que dans ce chapitre, Eiichiro Oda remette un peu les pendules à l'heure, car franchement, j'en avais assez de voir les mêmes débats, des vidéos sans queue ni tête, sur le fait que Sanji ne serait pas le troisième de l'équipage. Enfin, tout ce boucan va s'arrêter. Et ici, ce qui est important, ce n'est pas que Sanji affronte deux généraux presque à lui tout seul, il en a toujours eu les capacités. Non, ce n'est pas ça le plus important. Ici, on voit qui est Sanji, et surtout pourquoi il est le second commandant de Luffy. Car oui, ici on a la confirmation que Luffy a bien 3 commandants, ou plutôt 4 en réalité. C'est pourquoi je ne comprends pas les débats sur la puissance d'un tel ou d'un tel. Si nous avons lu le manga, Oda nous a dit qui étaient les commandants de Luffy. Ils sont 4, et cela depuis le début. Et ces 4 commandants sont Zoro, Sanji, Usopp et Nami. Et il n'y a personne d'autre à part eux. Je dis bien personne. Les 4 personnages que j'ai cités et qui gravitent autour de Luffy sont ceux qui feront sa légende. Pour en revenir à Zoro et Sanji dans ce chapitre montrent que ce sont des commandants de combat, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. C'est pourquoi les comparer sur l'échelle de puissance est sans intérêt. Pour moi, ces débats sont sans intérêt. Je devais l'aborder dans mes vidéos analyses des personnages, mais pour vous faire un petit résumé, je me demande bien à quel moment les gens ont cru que Sanji était un combattant. Sanji n'a jamais été un combattant. Alors oui, il est fort, et oui, c'est le troisième de l'équipage, mais il n'a jamais été quelqu'un qui était là pour se battre. Le véritable champion de l'équipage, à part Luffy, c'est Zoro. C'est lui l'épée de l'équipage. Sanji, lui, est un bouclier. Son rôle est de protéger les plus faibles. Il n'est pas de nature belliqueuse comme Luffy et Zoro. Luffy et Zoro aiment la bagarre. Sanji, lui, est juste là pour veiller sur les autres et ne se bat qu'en dernier recours. Et c'est là que sa véritable puissance équivaut celle de Zoro. C'est pour cela d'ailleurs que Eiichiro Oda fait en sorte depuis quelque temps de mettre Sanji face à la menace du boss. Sauf là pour le cas de Kaido, car cela impliquait le combat de Zoro. Et du coup, voir les deux ailes du capitaine de nouveau se battre à un pied d'égalité et avec du respect l'un pour l'autre était la scène qu'il fallait. Par contre, cela ne pourra pas avoir un tel impact si la bataille de Nigashima reste aussi anecdotique, car encore une fois, il manque du tragique. Alors on peut espérer que tout ne se passera pas sous de bons auspices. Sanji devra faire face aux actes de son père et peut-être à certains secrets de sa famille, qui en a pas mal. Peut-être à cause de l'histoire de King, ou bien peut-être grâce à Queen. En tout cas, il y aura des révélations sur son histoire, car il y a beaucoup de mystères qui semblent poursuivre Levin Smoke. Et surtout, on peut voir que Queen est dangereux, non pas à cause de la science ou bien de son fruit, mais aussi pour ses capacités martiales. Or, j'ai comme l'impression qu'après avoir hypé la tenue du Germa, Oda pourrait la rendre inutile pour justement apporter le désespoir à Sanji et le pousser à utiliser un pouvoir secret. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez à quel pouvoir je fais allusion. Cela fait des années qu'on en parle, et d'ailleurs avec Killer Bee on en parlait pendant le confinement, mais pour nous il est grand temps que Sanji utilise le Kenpo d'Ivankov. Je pense que Oda l'a assez caché, et je crois que depuis tout ce temps, Sanji se retenait d'utiliser le Kenpo des Okama, sans doute par honte. Mais là actuellement, on voit que dans un cas d'absolue nécessité, comme Robin, s'il est caché par quelque chose, il va révéler son pouvoir. D'ailleurs, on peut remarquer que Sanji ne se préoccupe plus forcément de son image ou de son nom. Il a bien utilisé la tenue du Germa pour sauver des gens. Donc pourquoi pas le Okama Kenpo, si cela doit protéger son capitaine. Pour le cas de Zoro par contre, je reste assez dubitatif et je ne suis pas trop fan de l'idée du dopage. Cela fait encore redondant avec le fait que Zoro se bat toujours avec un handicap, ce qui fait nous dire que finalement il ne se bat jamais à pleine puissance, et on ne peut pas savoir quel est son niveau. Alors il faut espérer que le dopage qu'il a subi peut avoir des conséquences. Dans un spoil de l'époque, on nous annonçait que Zoro allait subir une grave blessure, mais j'espère que King sera un adversaire qui devrait au moins lui infliger autant de dégâts. Et puisque nous parlons de King, il est grand temps de parler de celui qui va conclure cette review. Il est temps de nous attaquer à King. Dès son introduction, nous savions que King allait être important pour notre œuvre de One Piece. Rien qu'à son apparence, on voyait qu'il était plein de mystères, et il a donné naissance à bien des théories. Et aujourd'hui, Oda nous donne encore de quoi nous retourner le cerveau. Enfin, que dis-je ? Peut-être pas, car nous avions sans doute des preuves de qui il était déjà sous nos yeux. Premièrement, les ailes de King annonçaient qu'il faisait partie d'une branche, peut-être cousine à celle des Bilkans ou des autres créatures célestes du monde. Mais beaucoup se demandaient d'où il venait précisément. Et alors qu'on s'y attendait pas, le chapitre 1022 nous donne une réponse. Ou plutôt, Marco nous donne une réponse. King viendrait de Red Line. Alors je devais être un peu dans le coltard quand j'ai lu le chapitre, mais sans le vouloir,
mon cerveau avait compris que Marco disait de King qu'il était né au-dessus de Marijoa. Du coup, j'ai relu le chapitre vendredi soir, et non, c'est bien de Redline dont il parle. Mais ceci n'est pas forcément une mauvaise confusion de mon cerveau, car effectivement, la seule chose à laquelle on pense en voyant Redline, c'est bien Marijoa. Or, nous devons nous rappeler une chose, King est l'un des derniers de sa race. Et sachant que son peuple vivait sous Redline, et qu'aujourd'hui les nobles y vivent, cela ne veut dire qu'une chose, le peuple de King a certainement été massacré. Bon, ceci est une évidence, je ne vous apprends rien. Mais si on pense au massacre, il faut se dire une chose, c'est que ce peuple était possiblement un des peuples alliés à Joy Boy dans la Grande Guerre, et que depuis, il aurait été stigmatisé et pourchassé, ou bien sous contrôle, comme la plupart des dits. Et j'adore ce background, car cela donne à Kaido encore beaucoup plus d'aura. Car en effet, par rapport au Tobiropo, le lien entre Kaido et ses calamités semble beaucoup plus proche. Bon, on a pu voir que Kaido était assez proche de Ulti, et ses hommes le respectent. Mais ils ont été soumis à sa force. Or, pour les calamités, c'est différent. Il semble y avoir un lien qui se rapproche plus à de l'amitié, et surtout à de l'affection. Ceci apporterait un côté beaucoup plus humain à Kaido. Et d'ailleurs, j'avais fait la remarque à l'époque, mais la volonté de Kaido dans son équipage semble de rassembler des personnages opprimés, ou des gens maltraités ou méprisés par le monde. Or, ces trois généraux sont des êtres de ce genre. Nous avons un homme poisson, un Okama, et maintenant un être céleste. Ce qui ajouterait Kaido à la liste des adversaires qui ressemblent à Luffy. Et cela voudrait dire que Kaido est en quelque sorte le sauveur de King, comme il a peut-être été sauvé par Chebek lui-même dans le passé, qu'il a traité comme un humain. Mais pour en revenir au peuple de King, si celui-ci était allié à Joy Boy, où serait-il allé après le massacre de Marijoa? Eh bien j'ai mon idée, et c'est pour cela que je tenais absolument à faire cette vidéo. Vous souvenez-vous de ma théorie sur Enelu? Dedans je parlais de King, et du pattern qui semble poursuivre les commandants de Kaido. Que ce soit Jack ou Queen, les deux sont blonds. Alors on ignore la couleur de cheveux de King, ce n'est pas important en soi, mais je reliais King à une île céleste, car beaucoup d'habitants des îles célestes sont blonds eux aussi. Urouge était blond à l'époque, et il est devenu brun. Ceci est un mystère du manga qui n'a jamais été éclairci d'ailleurs. Et Urouge vient de Bilka. C'est grâce à ça que j'avais relié King aussi à Bilka, de par le genre d'elle, et surtout car Bilka est la seule île céleste qui nous a pas révélé tous ses secrets. Et selon moi, nous avons déjà entendu parler de Bilka, ou du moins nous en avons déjà entendu parler par Sengoku en personne. Oui, pour moi, Bilka a un rapport avec la God Valley dont Sengoku parlait. La God Valley qui a été attaquée par les Rocks. La God Valley qui a abrité les esclaves et les vaincus de la guerre de Joy Boy. Du coup, cela nous amène à deux théories que je vais vous révéler. Vous connaissez la première? Pour moi, God Valley est Bilka et serait en réalité une île céleste sur laquelle les Dee et les Tenryobito vivaient. Lors de l'incident de God Valley et de l'attaque des Rocks, les pirates auraient libéré les Dee et d'autres espèces telles que des hommes poissons comme Tom et peut-être même Tiger. Et King, notre personnage, en ferait peut-être partie. Ainsi, Kaido aurait pu rencontrer King à cette époque, et depuis, l'homme lui serait entièrement redevable et lui aurait rendu la faveur en le libérant peut-être d'Impel Down, ou bien en le suivant depuis God Valley, car nous avons vu qu'il était déjà là lors de l'attaque de Wano. Ceci pourrait d'ailleurs faire écho à la scène de recrutement des seconds de certains équipages. Si vous regardez les adversaires qui ressemblent beaucoup à Luffy, ces derniers libèrent souvent leur vice-capitaine de leur chaîne. Cela débutera avec Luffy, qui délivrera Zoro avant sa mort, mais aussi Crocodile, qui sortira Mr. One de Impel Down, en le délivrant de ses chaînes. Peut-être que Kaido a fait pareil pour King, ce qui donnerait beaucoup d'importance à la thématique de l'esclavage, abordée par Nika encore récemment. Je devrais d'ailleurs faire une vidéo sur Nika, car il y a peut-être une confusion sur qui il est réellement, et quel est son véritable nom. Revenons-en à la seconde théorie. Celle-ci serait dans le cas où God Valley ne serait pas Bilka. Alors quelle autre solution aurions-nous? Eh bien Redline, Terre des Dieux, fait là aussi une excellente candidate comme localisation. Mais là encore, si God Valley est Redline, ça nous relie quand même à Bilka. Ce que nous savons de King est que son peuple maîtrisait le feu. Or, depuis des années déjà, des personnages de One Piece développent d'étranges capacités liées au feu. Beaucoup pensent que Sanji aurait un lien avec King. Je pense que cela pourrait faire une très bonne théorie, parce que pour moi, je pense que les Vinsmoke étaient de grands alliés de Joy Boy, et qu'ils sont tombés en disgrâce. Tout ceci, j'en parlerai sur la vidéo consacrée aux Vinsmoke. Mais si vous avez le temps, je vous invite à aller regarder la vidéo des archives d'Ohara qui parle de la famille Vinsmoke et qui la relie justement à Impel Down. Peut-être qu'il y aurait un lien à faire entre le peuple de King, Sanji et les Vinsmoke, et bien sûr Joy Boy. Pour ma part, je vais plutôt me concentrer sur le personnage de Luffy, parce que celui qui a développé des grandes capacités liées au feu, c'est bien Luffy. Luffy qui a un lien avec les îles Célestes et que j'imagine originaire de Bilka. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette île de Bilka? Pourquoi est-ce que Oda nous la cache? Quelque chose de terrible dont King n'ose pas nous parler? Quel secret nous cache-t-il? Je dois vous avouer que j'ai hâte de connaître les réponses à cette question. Bien, ainsi se termine cette review. Je ne pensais pas en dire autant, et j'espère ne pas avoir trop digressé, et que vous aurez quand même passé un bon moment en la regardant. Pour ma part,
je ne saurais que vous conseiller de regarder ma théorie sur Eneru qui est bien plus complète. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur la naissance étrange de Luffy, l'analyse de l'écriture d'Oda et ma théorie sur les Vinsmoke. Et je vous dis à la revoyure sur Grand Line. A bientôt les pirates.